maintenant une feuille de route assez claire. Le processus prend forme. La présidente de la Commission européenne avance même un chiffre. Des dizaines de milliers de militaires issus des armées européennes stationneraient en Ukraine. C'est donc ce plan-là précisément qui sera discuté, travaillé directement avec les dirigeants, jeudi, à Paris, avec Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen elle-même, Keir Starmer, le chef du gouvernement britannique, Volodymyr Zelensky est attendu également, ainsi qu'une vingtaine de pays en visioconférence. Alors, on va entrer dans le détail. Voilà, c'est à moi de vous demander maintenant sur le fond des choses. Dans le détail, qu'est-ce qu'on sait de ce plan? Je signale qu'à l'instant, c'est ce que j'étais en train de regarder. Emmanuel Macron renchérit et dit « nous sommes prêts ». Nous sommes prêts, il faut rappeler que c'est à Paris, vous venez de le dire, que se tiendra ce sommet. Et Emmanuel Macron dit « nous sommes prêts, les choses sont sur la table, tout est prêt ». Alors, dans le détail, qui en Europe a finalement donné son feu vert formel pour l'envoi de troupes? Eh bien, l'Europe assume clairement l'idée d'un continent à deux vitesses. À ce stade, dans le camp des oui, la coalition des volontaires regroupe 6 pays. La France, bien sûr, dit oui pour 5 à 10 000 soldats d'après la presse britannique. Avec elle, la Grande-Bretagne en enverrait quelques milliers. S'y ajoutent les 3 pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, et la Belgique, avec quelques centaines à 2000 hommes chacun. Ces 6 pays ont bon espoir de devenir 9. Des discussions sont bien avancées avec la Suède, la Finlande et le Danemark. Et puis il y a le camp des non. D'abord, l'Allemagne de Friedrich Merz, après des mois de débat, il n'est pas parvenu à convaincre sa coalition gouvernementale, c'est Nein. L'Italie de Giorgia Meloni qui ne l'a jamais envisagé. Souvenez-vous, il y a quelques jours, Matteo Salvini lui-même interpellait directement Emmanuel Macron sur le sujet, lui disant, je cite, d'y aller lui-même et avec son sac à dos. Ou encore la Pologne, qui a toujours dit non, elle aussi pour des raisons historiques, et en l'occurrence des guerres passées avec l'Ukraine, et bien sûr les pays dits alliés de la Russie, la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie. Viennent enfin le camp des soutiens qui n'enverront pas de troupes, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Espagne. Quel serait ce soutien? Des armes, des formateurs et peut-être des observateurs. Alors voilà pour les participants ou ceux qui ne participeront pas, mais est-ce qu'un plan plus précis se dessine sur les missions, la mission de ces soldats européens sur le sol ukrainien? Eh bien ce sera ce que l'on appelle une force de dissuasion, une force qui n'a pas vocation à combattre, mais à rassurer les Ukrainiens et surtout à dissuader les Russes. Concrètement, après l'arrêt des combats, ces soldats seront a priori déployés légèrement en arrière du front. On parle de 80 km derrière la ligne de contact. Une partie de ces soldats serait dédiée à la formation et à l'entraînement de l'armée ukrainienne. Avec quels équipements? Là-dessus, pas d'informations précises, sauf une, ils seraient à coup sûr appuyés par l'aviation. Il y avait un point clé pour beaucoup d'Européens qui sont dans le doute, qui n'ont pas encore décidé. Ce sont les garanties de backup, en bon français, le soutien arrière, le soutien logistique des Américains. Est-ce qu'il y a des avancées sur ce point? Eh bien, c'est en tout cas ce qu'affirme Bruxelles en la personne d'Ursula von der Leyen. Nous avons un accord avec la Maison-Blanche, un soutien des Américains. L'information principale de ces derniers jours, c'est que Trump serait disposé à déployer ses avions F-35 ou F-16, non seulement pour assurer un soutien éventuel à ses troupes, mais aussi pour assurer une zone d'exclusion aérienne. Aucun avion de chasse, ni ukrainien, ni russe, n'y serait admis. Ces avions américains seraient stationnés en Roumanie ou en Pologne. La piste a même été évoquée de les stationner en Ukraine. Tout dernier point à prendre avec les plus grandes précautions. La presse britannique indique que Donald Trump pourrait donner son feu vert à une milice américaine en Ukraine. Pourquoi privé? Eh bien, vous savez que le déploiement de Boys indirectement issus de l'US Navy est totalement exclu. Ce serait donc une alternative. Merci Lucille. Alors pour l'instant, on va oublier ce dernier point. Il n'est pas confirmé. C'est vrai que ce sont des informations de britanniques. Simplement d'un mot, Emmanuel Macron, par la voix de l'un de ses conseillers, nuance ce que dit Ursula von der Leyen sur le point du soutien américain. Voilà ce qu'ils disent. Nous, Européens, nous sommes
non seulement volontaires et capables, mais nous sommes prêts. Ce que nous recherchons après-demain lors de ce sommet, c'est la confirmation de ce schéma que cette coalition des volontaires a bien le soutien des Américains. Sur ce point, il est un peu moins affirmatif qu'Ursula von der Leyen. Enfin, ce qui retient notre attention, c'est que après des mois de discussion, les Européens disent « Nous sommes volontaires et capables et nous sommes prêts. Le plan est prêt. » La première question qui vient à l'esprit, Pierre, c'est dans les missions, Lucille nous a dit, c'est avant tout une mission de dissuasion. Ils viennent pas combattre, ils viennent dissuader les Russes. Attention, si vous réattaquez, d'une certaine manière, vous nous réattaquez, donc nous serons obligés de réagir. C'est censé dissuader les Russes de relancer une attaque si le cessez-le-feu est conclu. Est-ce que c'est prendre un risque important que de faire ça, que d'envoyer ces hommes au sol avec cette mission? Tout dépend de, comment dirais-je, de la couverture diplomatique, de la négociation qui aura précédé cela. Car tous ces chefs d'État et de gouvernement disent « Nous n'envisageons cette possibilité, on travaille, on fait des réunions de génération de force ». C'est-à-dire que les officiers généraux, les chefs d'état-major se réunissent et dans un cas de figure qui est encore un peu flou, chaque pays dit écoutez, moi je suis prêt à mettre au pot tant de force, je suis prêt à prendre le commandement, le lead, il faut des hélicoptères, il faut du ravitaillement, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des réunions de génération de force. Donc ça avance dans ce sens-là, mais pour répondre à votre question, il faut savoir, tous ces pays disent à condition qu'il y ait ou un cessez-le-feu, ou un armistice, ou une paix. Il n'y a rien de tout ça, et vous avez noté que cet été, il y a un recul majeur des Américains qui ont dit on n'arrive même pas à imposer aux Russes un cessez-le-feu, donc c'était plus simple, on va aller au plus compliqué, c'est-à-dire le traité de paix. Donc vous savez, j'ai une position, moi, depuis des mois et des mois, cette projection n'existera jamais, ne se fera jamais, sauf si Vladimir Poutine meurt naturellement ou un peu accompagné. Jamais, jamais. Tant que Vladimir Poutine est vivant, pour vous, il n'y aura pas de cessez-le-feu ou de paix. Mais non, et certainement pas, parce que qui dit cessez-le-feu, paix, armistice, etc., dit effectivement une projection de force avec différentes combinaisons que j'ai connues, par exemple en Bosnie-Herzégovine, en ex-Yougoslavie, où Chirac, qui en avait marre de voir les casques blancs, les casques bleus, pardon, qui étaient commandés par la France, se faire humilier, se faire dézinguer par les différentes parties, a décidé en 1995, à l'été 1995, printemps-été, d'envoyer des forces en casque vert avec les Britanniques, avec les Néerlandais. Et quelle était la mission de cette force-là? C'était d'être dissuasif, de dissuader les milices serbes, croates et bosniaques en leur disant si vous vous en prenez au casque bleu, on va vous détruire. Entre parenthèses, c'est ce qui s'est passé. Notamment les Serbes ont continué à s'en prendre au casque bleu, ils ont été détruits par la force. Donc quelque part, vous avez un peu cela. Il pourrait y avoir des casques bleus sur la ligne de confrontation, dans le cas d'un armistice ou d'un cessez-le-feu, ça, et puis une force de réassurance dans la configuration qu'on a là. Pourquoi ça n'existera jamais? Parce que pour Poutine, avoir notamment deux pays, la France et la Grande-Bretagne, nucléaires, c'est la garantie pour lui d'une impossibilité de prolonger son projet. Or, je le répète, Poutine n'a pas un projet d'invasion territoriale, on se trompe complètement. Il a un projet religieux de réunification des trois icônes saintes, la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, et d'annexion totale de l'Ukraine. Ce n'est pas des petits bouts de territoire. Les Américains se trompent complètement, les Français sont trompés pour un certain nombre. Donc ce cas de figure n'existera pas, c'est vrai que je ne peux pas répondre. Donc on brasse du vent. Ouais. Non, alors attendez, il faut juste parler. Je peux faire pour, comment dirais-je, quand même envoyer des messages à Moscou, ça les gêne un peu, mais les Russes, vous avez vu le fiasco total de toutes les séquences diplomatiques depuis 6 mois. C'est pour ça que depuis 6 mois, je dis, il n'y aura pas de cessez-le-feu par Mamessi, etc. Donc, il faut quand même le faire, mais on joue sur les mots. Et juste, pardon, terminer d'un mot, il n'est pas possible de savoir exactement quelle est la mission militaire. Les militaires, ils ont besoin d'un cadre d'ordre. On fait quoi? On est où? On est implanté comment? On agit comment? Quelles sont les règles d'engagement du feu? Et pour le savoir, il faut savoir quel est l'accord diplomatique qui a été noué. Un cessez-le-feu, c'est de l'interposition. Avec la Russie. Ah bah oui, voilà. Oui, c'est ça le problème. Voilà, c'est le militaire dépend de la couverture politique et diplomatique qui serait négociée. Or, vous avez vu aujourd'hui que c'est un fiasco total. Alors, plaçons-nous dans l'hypothèse, malgré tout, il y aurait un jour un cessez-le-feu ou un accord de paix. Oui, mais est-ce que ces soldats risqueraient leur vie? Est-ce que ces soldats risqueraient leur vie? Alors,
ça dépend ce que veulent les Russes. Le Polonais, M. Tusk, qui est en train de quitter l'Elysée au moment où je vous parle. Voici sa voiture qui est en train donc de quitter la cour de l'Elysée. Les autres participants devraient suivre dans les instants qui viennent avec la voiture officielle du Danemark que vous voyez ici. Ce qui est important pour tous les participants à ce sommet aujourd'hui, eh bien, c'est de convaincre les Américains non seulement de rester du côté de l'Ukraine, du côté de l'Europe et du côté de la coalition des volontaires, mais aussi de convaincre les Américains qu'il faut accentuer la pression sur les Russes et notamment sur Vladimir Poutine, qui l'a répété encore une fois aujourd'hui. Il n'était pas question pour lui d'accepter quoi que ce soit en matière de garantie de sécurité venant de l'Ukraine ou de l'Europe. Pour le convaincre, il y a deux solutions, soit évidemment l'impact militaire et peut-être des livraisons d'armes supplémentaires côté américain, avec peut-être aussi de l'armement plus proportionné pour que les Ukrainiens puissent faire mal aux Russes. Et il y a la voie diplomatique. Vous le savez, Donald Trump, c'est le seul qui a un contact direct actuellement avec le président russe. Il compte sur lui, donc ces Européens et cette coalition des volontaires pour convaincre le président russe de s'asseoir à la table des négociations. Voilà pour donc les participants de ce sommet qui sont en train de quitter l'Elysée. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre en direct cette conférence de presse commune de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, avec Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui devrait donc nous donner plus de détails sur ce qui a été dit, sur les décisions qui ont été prises et les accords qu'ils ont pu négocier ici aujourd'hui, non seulement entre eux, cette coalition des volontaires, mais aussi évidemment avec le président des États-Unis. Vous savez que Steve Witkoff, son émissaire spécial, s'est déplacé ici. Il a assisté notamment au début de la réunion de ce matin, puis M. Witkoff a eu un entretien tête-à-tête avec Volodymyr Zelensky, donc les Ukrainiens et les Européens qui attendent un feu vert des États-Unis, un feu vert pour un engagement total de l'Amérique aux côtés non seulement de l'Ukraine, de l'Europe, mais aussi de l'intégralité de la coalition des volontaires. Il y avait une dizaine de participants en direct ici aujourd'hui présents, et puis une trentaine au total pour essayer de trouver un accord, de faire avancer les efforts diplomatiques qui ont été entamés depuis quelques semaines maintenant. Et ce sommet, vous l'avez vécu en direct sur LCI en Alaska entre les présidents américains et russes, puis bien sûr ce sommet de Washington avec les Européens et les Ukrainiens. Merci Thomas Misraki. Avec Eric Josset, vous restez évidemment avec nous pour suivre ce sommet à l'Elysée. On a aperçu Emmanuel Macron donc dans les couloirs de l'Elysée, passé derrière vous, Thomas Misraki. Hélène Bonnet, vous nous avez rejoint, bonjour, éditorialiste international sur LCI. 1h30 d'appel entre Donald Trump et les alliés. Est-ce que c'est bon signe? On va le savoir bientôt. On va le savoir bientôt. C'est vrai que normalement, la conférence de presse était annoncée pour 15h. Oui. On voit qu'elle a pris beaucoup de retard, mais c'est qu'ils avaient des choses à se dire. Il y avait peut-être aussi beaucoup de monde autour de la table. On ne sait pas exactement qui a participé à ce coup de téléphone, puisqu'on nous a dit des dirigeants européens aux côtés de Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. On ne sait pas si tous ceux qui étaient là à la réunion ce matin ont participé à ce coup de téléphone, c'est pas sûr. C'était peut-être en format plus resserré. Bref. Effectivement, c'est qu'ils avaient des choses à dire. On sait que les états-majors, ces dernières semaines, ont travaillé sur des scénarios de garantie de sécurité et qu'au-delà de tout ça, les échanges des Européens ces dernières heures, c'était pour se mettre d'accord sur un message qui a été transmis à Donald Trump, leur dire, voilà, on a planché, on a des moyens, voilà ce que nous sommes prêts à mettre à minima pour garantir la sécurité des Ukrainiens. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous garantir? Et c'est ce message-là, en fait, qui est envoyé aujourd'hui à Donald Trump. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement Steve Witkoff était là aujourd'hui. On a su assez tardivement qu'il était présent. Donc est-ce que c'est un bon signe? On va vite le savoir, mais au-delà de la conférence de presse, qui va peut-être nous donner des détails sur ce qui s'est dit lors de ce coup de téléphone, ça va être intéressant aussi de voir le discours de Donald Trump dans les prochaines heures. Est-ce qu'il confirme le son de cloche qu'on va avoir lors de la conférence de presse? Parce qu'on a déjà vu par le passé qu'il pouvait y avoir des différences entre les deux discours. On y sera très attentifs. Si vous nous rejoignez en direct sur LCI, édition spéciale, nous suivons... Cher Volodymyr, messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, je suis très heureux une nouvelle fois d'accueillir à Paris le président Volodymyr Zelensky pour une riche séquence qui a débuté
hier soir avec un entretien bilatéral approfondi et s'est poursuivi ce matin avec une nouvelle réunion de la coalition des volontaires que nous avons co-présidée avec le Premier ministre Keir Starmer et à l'issue de laquelle nous avons eu un nouvel échange avec le président Donald Trump. Notre objectif est simple, d'abord de souligner que, comme j'avais pu le dire à la Maison-Blanche le 18 août dernier, le camp de la paix est à Washington, à Kiev et dans toutes les capitales d'Europe et chez tous les alliés de cette coalition des volontaires. Nous sommes 35 aujourd'hui autour de cette table. Ce sont ceux qui ont réagi à la guerre d'agression russe et ce sont ceux qui veulent aujourd'hui une paix juste et durable. Et rappelons obstinément les faits qui sont têtus. C'est la Russie seule qui a choisi la guerre en 2022, comme elle l'avait fait en 2008 en Géorgie, comme elle l'avait fait en 2014 en Crimée et dans le Donbass. C'est la Russie seule qui choisit aujourd'hui de la poursuivre et même de l'intensifier avec le consentement parfois plus que tacite de beaucoup de partenaires. L'Ukraine, elle n'a pas choisi la guerre. Elle a aussi accepté la proposition du président Trump d'un cessez-le-feu inconditionnel dès le 11 mars dernier à Riyad. Depuis, la Russie n'a eu de cesse de multiplier les faux semblants, les fausses ouvertures, les manœuvres dilatoires en essayant de gagner du temps, en s'accrochant aux mêmes éléments de langage éculés, aux mêmes objectifs révisionnistes, impérialistes, cherchant à limiter la souveraineté de ses voisins. La Russie n'a pas fait que tenter de gagner du temps, elle s'est aussi accrochée à cette volonté de guerre permanente, en intensifiant ses attaques contre les civils en Ukraine, comme ces derniers jours et ces dernières semaines l'ont montré, avec des bilans très lourds et inacceptables, en continuant de lancer ses troupes et celles supplétives d'un pays qui est au banc de la communauté internationale pour gagner quelques kilomètres carrés supplémentaires au prix de pertes inouïes. On ne connaît pas le bilan précis de cette guerre, mais on sait que la Russie a perdu dans son dessein plus d'1 million de soldats tués ou blessés pour conquérir moins d'1% du territoire ukrainien depuis novembre 2022. Et, ajouté à cela, la Russie, évidemment, n'a pas le droit avec elle. L'objectif donc de ce sommet et de la réunion d'hier était de mettre les facteurs de la négociation dans le bon ordre. Le problème, je viens de le rappeler, c'est Moscou et cette guerre d'agression. Et en exigeant au préalable à toute discussion de paix le retrait des armées ukrainiennes d'un territoire à peu près équivalent à celui qui a coûté près de 250 000 morts et 1 million de soldats hors de combat à la Russie, elle formule évidemment une idée qui est illégale, immorale et impossible. Et donc, ce que nous défendons depuis le début est que la discussion n'est envisageable que si de très fortes garanties de sécurité sont offertes aux Ukrainiens et que si celles-ci sont la condition pour accompagner un cessez-le-feu ou un accord de paix ou un armistice. Et je veux le dire ici aujourd'hui, après les engagements qui ont été pris à Washington à la mi-août par les Européens qui étaient présents, puis engageant toute la coalition des volontaires, nos chefs d'état-major des armées, nos ministres de la Défense ont mené un travail extrêmement intense, en coordination étroite avec les Américains et l'OTAN. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts. Cette coalition des volontaires qui s'est établie le 17 février de cette année, ici même à Paris, venant poursuivre d'ailleurs ce que nous avions ouvert dans nos travaux de février 2024 ici même, cette coalition des volontaires, qui est une coalition de paix, a aujourd'hui en effet mis sur la table et clarifié avec un engagement militaire et politique la contribution des 35 membres afin justement d'apporter ces garanties de paix et de sécurité à l'Ukraine. Celle-ci vise d'abord à ce que dans la négociation, il n'y ait aucune limitation de format ou de capacité pour l'armée ukrainienne. C'est ce que nous défendons, ce que nous défendrons jusqu'au bout. Et nous nous sommes donc mis en capacité d'apporter les moyens d'une régénération de l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse non seulement résister à toute nouvelle attaque, mais dissuader la Russie de toute nouvelle agression. C'est le premier pilier des garanties de sécurité, le plus important, le plus indispensable. Et donc nous avons rassemblé les contributions de tous les pays. Le deuxième élément de ces garanties de paix et de sécurité, c'est ce qu'on a appelé les forces de réassurance. En effet, nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents
sur le sol, en mer ou dans les airs, pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelques guerres contre la Russie, mais c'est une force qui doit garantir la paix et apporter très clairement un signalement stratégique. Elle se déploiera dans le cadre d'un cessez-le-feu, pas sur la ligne de front, mais dans des géographies qui sont en train d'être définies, mais elle vise à prévenir toute nouvelle agression majeure et à impliquer les 26 États très clairement dans la sécurité durable de l'Ukraine. Nous avons, à l'issue de ce sommet, décidé de lancer maintenant les travaux politiques et juridiques pour décliner ces garanties de sécurité. L'ensemble des pays de la coalition avec l'Ukraine. Et nous avons ensuite tenu un appel avec le président Trump, où nous avons pu établir tout cela. Les conclusions de cet appel sont simples. Dans les prochains jours, nous allons finaliser le soutien américain à ces garanties de sécurité. Les États-Unis, comme je l'ai dit, ont été impliqués dans toutes les étapes du processus, et je veux remercier évidemment que ce soit les militaires ou les civils et responsables politiques qui ont mené ces travaux. Et donc nous finaliserons dans les prochains jours le soutien américain, mais il a été clair maintenant que l'ensemble des membres de la coalition des volontaires européens, mais aussi asiatiques, membres du Pacifique ou canadiens, ont pris leurs responsabilités. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi décidé de coordonner nos actions en matière de sanctions primaires et secondaires pour être plus efficaces et arrêter l'effort de guerre russe. Et c'est le fruit de la discussion que nous avons également conduite avec le président Trump à l'instant. Maintenant, les prochaines étapes sont simples. Il y aura des contacts à nouveau entre Américains et Russes. Et nous sommes tous avec une volonté claire, c'est que les rendez-vous qui ont été décidés, sur lesquels les Russes se sont engagés il y a plusieurs semaines, deviennent une réalité. Le sommet bilatéral, physique, entre les deux présidents, et le sommet trilatéral et quadrilatéral que nous appelons de nos voeux. Si la Russie continue de refuser les discussions de paix concrètes, ce qui est la seule conclusion qu'on peut tenir de ces choix et des options répétées depuis le mois de mars dernier, alors nous prendrons des sanctions additionnelles en lien avec les États-Unis d'Amérique et apporterons des réponses claires à ce refus d'avancer. Le président Trump a exprimé tout à l'heure à l'occasion de cet appel. Notre objectif, parce que nous avons toujours été du côté du droit, d'une vraie paix, c'est-à-dire d'une paix juste et durable, c'est que l'Ukraine soit rétablie dans ses droits, qu'il n'y ait pas de prime à l'agression, et que la violation du droit international ne puisse être consacrée ni acceptée. Il en va du respect du droit international, de la sécurité de l'Ukraine, mais également de notre sécurité à tous. Je le redis ici avec beaucoup de clarté. Je veux remercier les chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents aujourd'hui à Paris, mais aussi toutes celles et ceux qui se sont joints à ces efforts, ainsi que la présidente de la Commission européenne, le président du Conseil européen et le secrétaire général de l'OTAN qui était avec nous. Je veux ici aussi rappeler que les garanties de sécurité que nous avons finalisées à l'occasion de ce sommet et endossées politiquement sont très clairement compatibles avec toutes les planifications de l'OTAN et la sécurité du flanc Est de notre organisation. Elles ne viennent pas en soustraction de celle-ci, et ceci a été rendu clair pour l'ensemble des membres. Voilà, vous l'avez compris, les prochains jours permettront donc de finaliser ces travaux sur les sanctions d'une part, sur le soutien américain d'autre part, mais ils doivent aussi conduire à accroître la pression sur la Russie pour qu'elle vienne autour de la table enfin mener ces discussions de paix. Cher Volodymyr, Président, la parole est à vous. Дуже дякую, дорогі Еммануелю, Merci beaucoup, cher дорогі Emmanuel, друзі, шановний пане cher президенте, ami, усі cher присутні. Monsieur le Передусім я Président дякую et тобі за tous ici présents. на високому Tout рівні. d'abord, je te remercie d'avoir organisé à un si haut niveau nos rencontres. La rencontre que nous avons eue hier, nos équipes se sont rencontrées pendant plusieurs heures au sujet du soutien à l'Ukraine, de tous les pas à accomplir, des garanties de sécurité pour défendre notre ciel, pour avoir aussi ce soutien aérien. Et je
vois que nous avons abordé beaucoup de questions et je te remercie aussi pour l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout ce temps qui a été consacré à nos négociations. Nous avons donc eu la coalition des volontaires, l'Europe, le Canada, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et je voulais aussi te remercier d'avoir convié autant de pays. Félicitations, bravo pour cette organisation. Et je soutiens ce qu'Emmanuel vient de dire. Je remercie tous les leaders qui sont venus ici à Paris. Ursula, la présidente de la commission, Costo, Antonio, le premier ministre des Pays-Bas, le premier ministre et les chefs d'État d'autres pays. Et je remercie aussi le représentant spécial, l'envoyé spécial Steve Witkoff. C'était des efforts précis pour arriver à la paix. Et nous avons aussi parlé au président Trump, nous avons aussi mentionné le format des différents formats Copenhague et autres, et tout le monde avait le même objectif, arriver à la paix et avoir les garanties de sécurité pour l'Ukraine. La sécurité et le soutien dans la défense, dans la diplomatie, garantie de sécurité à long terme, tout ce qui doit fonctionner. Et quand? Tout d'abord, les forces ukrainiennes sont les forces pour la paix, donc nous travaillons pour assurer cette force dans la durée. Nous voyons que la Russie rejette toutes les initiatives de paix et pour l'instant, le président Poutine ne donne pas son accord pour des rencontres autour de la paix. Et je vois qu'en Chine, soi-disant, se laisser aller pour continuer la guerre. Et Poutine, par son comportement, laisse penser que il ne ressent pas de pression. Mais en réalité, cette pression fonctionne. Cette pression fonctionne et crée des difficultés pour l'économie russe et pour ceux qui veulent soutenir la Russie. Nous avons parlé des sanctions et des mesures commerciales qui peuvent aider. Deuxièmement, en ce qui concerne les conseillers et les avancées dans les préparatifs assurés par nos équipes pour la défense. Nous comprenons maintenant très bien le cadre, nous comprenons le fondement de garantie de sécurité. Et l'armée ukrainienne forte reste et restera l'élément clé des garanties de sécurité. Il s'agit donc de renforcer les capacités de notre armée, aussi bien par les armements que par les formations, que par la production des armes. Et donc nous travaillons pour cela, pour assurer tout ceci, et maintenant, et dans une année, et dans 5 ans, et dans 10 ans, pour garantir la sécurité, maintenant et ensuite, au moment de la paix. Et nous avons une vision précise pour le faire. Quels pays prendront part dans quelle composante de sécurité, qui sera sur le sol, en mer, dans les airs, dans le cyberespace, ceux qui n'ont pas leur force, mais qui pourront financer, etc. Ensuite, des avancées concrètes pour la production. Nous constatons que la production et les lignes de production européennes ne fonctionnent pas pour l'instant suffisamment, mais nous comprenons comment renforcer la cadence, comment renforcer les volumes de production. Et nous avons aussi de possibilités, des capacités importantes en Ukraine aujourd'hui pour produire, mais ces capacités ne sont pas utilisées à cause du manque de financement et 60% des armes que nous utilisons en Ukraine aujourd'hui, ces armes ont été produites par nous en Ukraine. Et nous voyons des avancées, une bonne qualité.
Et je pense qu'il faut aider chaque pays européen à être très fort dans la production. Et bien, il y a suffisamment d'emplois et de possibilités dans cette concurrence globale. Et l'Europe doit être leader. Nous travaillons dans ce domaine quand nous construisons les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Nous parlons aussi des pays qui renforcent cette garantie de sécurité. 26 pays, et Emmanuel les a mentionnés, et je vois que c'est quelque chose de très précis, très concret. Pour la première fois depuis très longtemps, nous avons un résultat très concret. Toutes nos félicitations à toi et à Kir, vous les coprésidents de la coalition des volontaires. Et puis, ce qui est très important, c'est que l'Amérique est avec nous. Par exemple, le programme Pearl permet de renforcer ce soutien pour les garanties de sécurité. Nous avons parlé au président Trump aujourd'hui et nous avons abordé en détail la possibilité d'avancer vers la paix. Nous avons parlé de plusieurs options et le plus important, c'est de faire cette pression, et notamment économique, pour mettre fin à la guerre, pour que la Russie arrête sa guerre et que sa machine de guerre ne soit plus alimentée. Nous avons aussi abordé la question des défenses anti-aériennes pour que les Ukrainiens ne souffrent pas des attaques constantes russes, des missiles ou des drones iraniens envoyés par les Russes. Et c'est très très important, donc nous comptons sur le renforcement de ce soutien et nous nous sommes mis d'accord à propos des contacts à venir. Merci beaucoup Emmanuel et gloire à l'Ukraine. Marathon Nouvelle. J'ai une question pour vous deux. Quand nous parlons de la garantie de sécurité, quel sera le format, quel document sera créé? Est-ce qu'il sera signé par tous les pays? Devra-t-il être ratifié par tous les parlements pour que ces garanties soient durables pour plusieurs années à venir? Pouvez-vous préciser également quel est le soutien des partenaires européens maintenant? Nous voyons que Poutine renforce ses attaques contre l'Ukraine et aussi l'hiver n'est pas très loin. Il peut utiliser aussi l'hiver contre l'Ukraine. Alors, est-ce qu'il y aura le renforcement des défenses antiaériennes? Est-ce que nous pouvons compter sur votre aide dans ce domaine? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. 35 pays participent. C'est vraiment une panoplie de participants dans la coalition des volontaires. Et 26 pays soutiennent les garanties de sécurité pour l'Ukraine sous différents formats. Je n'entrerai pas dans le détail de cette structure, mais les éléments les plus importants, ce sont l'armée ukrainienne forte, production domestique et production européenne. C'est très important pour renforcer l'armée ukrainienne, ainsi que les possibilités et différents programmes qui permettent d'acquérir les armes rares et utiles, notamment pour la défense antiaérienne et notamment contre les missiles balistiques et autres. Et ce sont les armes américaines. Donc voilà, je ne vais pas répéter ce que le président Macron a dit, mais ce qui a été dit, c'est qu'il n'y aura pas de limite qui serait apportée aux capacités de l'armée ukrainienne. Ensuite, la dissuasion et les possibilités de soutenir les partenaires qui apporteront ce soutien pour dissuader toute nouvelle agression. Eh bien, nous avons abordé cette question et nous comprenons maintenant quels seront les participants et la présence sera différente, comme j'ai dit, sur le sol, en mer et dans les airs. Et puis, d'autres questions que nous pourrons aborder, c'est le filet de sécurité de l'Amérique. Nous sommes très reconnaissants à l'Amérique pour le soutien. L'Amérique fait partie des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et dans quel format, je ne suis pas prêt à dévoiler les détails. Mais nous comprenons déjà les principaux éléments. Voilà ce qui est très important à l'issue de cette rencontre. Beaucoup de choses
ont été éclaircies, nous les comprenons mieux. Et voilà, c'est soutenu dans les actes et non pas seulement moralement. Eh bien, voilà, pour que nos militaires ukrainiens et notre population ukrainienne aient des vraies garanties de sécurité qui fonctionneraient. Nous avons aussi mentionné le format politique. Nous avons dit qu'en plus des États-Unis, ici, c'est le signal. Aussi des solutions de financement avec nos partenaires clés pour pouvoir soutenir l'effort de guerre ukrainien. Je veux insister sur le point aussi de l'accélération des productions, en particulier de drones sur le sol ukrainien. Il y a eu une transformation remarquable ces dernières années, c'est la capacité de l'Ukraine à produire ces armes. Et donc nous sommes en train aujourd'hui aussi de transférer beaucoup de capacités de production. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle du président, mais environ 60% des armes qui sont utilisées aujourd'hui sur terrain de bataille sont produites en Ukraine, avec des coopérations, des aides des alliés, mais c'est extrêmement considérable et c'est ça aussi qu'on veut intensifier. Donc ça, c'est le premier élément pour répondre à votre deuxième question. Pour la formalisation des garanties de sécurité, d'abord, je vous rappelle d'où nous partons. En février 2024... Est encore possible? Et si oui, quel lieu proposez-vous? Merci beaucoup pour votre question et je vais ici d'abord vous dire que les États-Unis d'Amérique ont été très clairs et ils ont été très clairs dès notre rendez-vous de Washington et ça a été réitéré là. C'est aussi pour cela qu'ils ont participé à tout le travail des dernières semaines sur leur soutien et leur volonté de faire partie des garanties de sécurité. Donc il n'y a pas de doute sur ce sujet. Ça a été dit, y compris publiquement par le président Trump. Ça a été réitéré par le secrétaire d'État à la Défense lors des rendez-vous ad hoc et par tous. Maintenant, c'est le travail de planification qui va être finalisé avec les États-Unis dans le cadre de ce que je viens de vous dire. Deuxième élément de réponse que je voulais apporter à votre question, c'est que je ne vais pas vous donner le détail ici, parce que nous n'avons aucune volonté de nous découvrir. Ce qui est important, c'est que dans le format, et nous ne l'avons même pas partagé entre nous, tout à l'heure, nous l'avions tous sous les yeux, parce que nos chefs d'état-major, nos ministres de la Défense, dans des formats très sécurisés l'ont fait. Pourquoi? Parce que c'est notre ligne de défense aujourd'hui et celle de l'Ukraine. Et donc nous n'allons pas révéler le détail de notre organisation à la Russie. Demandez plutôt à M. Poutine les troupes qu'il est en train de masser à la frontière ou ce qu'il est en train de mobiliser. Donc je ne vous donnerai pas le détail. Ce qui est important, c'est que nos chefs d'état-major l'ont échangé leurs coordonnées et que nous avons cette planification. Donc elle est là. Et ça n'est pas juste une pétition de principe, c'est une planification robuste avec des moyens dans toutes les capacités qui sont prêts à être déployés. Et c'est le cas pour les 26 États contributeurs qui ont déjà donné le détail. Sur une volonté de faire plier Poutine, il n'a pas de volonté de faire plier Poutine. Il aimerait bien qu'il y ait du business avec la Russie. Mais prendre des risques, mettre des moyens aériens en soutien à une coalition de la paix qui est pour l'instant qui n'a aucune possibilité d'être déployée, ça ne l'intéresse pas, c'est pas dans son logiciel. Donc on revient toujours à la même chose. Si on partage mon analyse, il faut arrêter de se soumettre à Trump, de plier, de lui baiser la babouche, etc. Ça ne sert à rien. Alors, est-ce qu'on a le choix, Pierre Servan? Eh bien, écoutez, est-ce qu'on a le choix? Le budget de la défense des Européens, c'est 440 milliards d'euros. Les Américains, c'est 1000 milliards. Ça va arriver à 1000 milliards, c'est considérable. Voilà. Mais si on n'essaie pas de résister, on est laminé. Regardez la Chine. Qu'est-ce qu'elle demande une rencontre à Pékin avec le numéro 1 chinois? C'est Trump. Ce qui est fascinant dans la période actuelle, c'est que Trump lessive, marche sur le ventre des faibles, et les forts, les puissants, Poutine, même Kim Jong-un, puisqu'il évoque la possibilité de le rencontrer à nouveau, le chinois, et le chinois, on dirait c'est aussi la puissance, nouvelle puissance chinoise qui fait ça, donc face à ceux qui lui résistent et qui lui font, pardonnez-moi l'expression des bras d'honneur, voilà, prêts à coopérer, et nous, chaque fois qu'on se montre faible, voilà, l'Indien, le Premier ministre Modi, a très bien joué en allant en Chine pour envoyer le message à Trump. Et vous verrez que Donald Trump va trouver une voie. Voilà. Donc, vous me dites, est-ce qu'on a des moyens? Mais est-ce qu'on les a utilisés, les moyens de résister? Non, psychologiquement, il
fait, c'est qu'il fait un tweet où il est sur son réseau social pour dire, voilà, il complote contre moi, c'est horrible ce qui est en train de se passer, mais c'est une politique de gribouille, si vous voulez. Le fonctionnement de Trump, ce sont des coups de sang, et donc il fixe ces droits-là, et puis après il voit les conséquences, et il va dire aux Européens, récupérez-moi les Indiens, parce que ce qui se passe est inacceptable pour moi. Après l'Inde et la Chine, deux puissances nucléaires qui comptent dans le nouvel équilibre mondial, intéressons-nous ce soir à l'arme atomique et à son rôle dans les rapports de force internationaux. Sur fond de guerre en Ukraine, la question de la dissuasion nucléaire est redevenue centrale. Dans ces conditions, que doivent faire les Européens pour prendre en charge leur sécurité? Quelle place pour la dissuasion nucléaire? Un documentaire passionnant ce soir de Bertrand Coq, Pierre Lipens et Candice Lefebvre. Regardons cela ensemble. Pierre.